c'est une conclusion qui laisse en fait des pistes de réflexion et je pense ouvre à plusieurs questions. Merci beaucoup. Alors, mon interrogation ira vers Nathalie, mais alors qui est occupée, je... oui, Nathalie... C'est moi qui parle. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Et effectivement, il y a de quoi là trouver beaucoup de réponses aux questions que se posent les juristes, ne serait-ce que lorsque différents dispositifs sont adoptés, puis s'accumulent. La logique voudrait que si l'on crée le dispositif B, c'est parce que le A a été défaillant, et donc que l'on supprime le dispositif A. Alors la tendance, c'est de créer A, B, C, D, tout s'accumule, et puis au final, il faut choisir. Et c'est vrai que ces éléments d'évaluation sont très intéressants. Alors ma question porte sur donc, ce que tu identifies comme la gouvernance collaborative. On pourrait aussi dire l'institution de façon plus générale. La question, ça va être d'imputer un résultat positif ou négatif, une réussite ou disons un échec pour le dire simplement. Mon interrogation, je fais le lien avec un colloque qui a eu lieu il y a quelques semaines sur les exécutifs locaux. Est-ce qu'elle peut tenir compte de ce qui se passe dans cette institution, notamment du phénomène, appelons ça de présidentialisation, qu'il y a dans toutes les institutions, que ce soit les communes, les départements, les régions, mais aussi les EPCI, où au final, on peut avoir l'impression que c'est une personne qui décide et qui cherche une validation par l'organe délibérant, mais juger l'institution dans son fonctionnement normal, un organe délibérant, un exécutif qui fonctionne ensemble, c'est une chose, mais ensuite chercher exactement qui a pris la décision, qu'est-ce qui a pu compter, est-ce que dans un succès de création d'une MSP, est-ce que ça peut être le succès d'un exécutif particulièrement efficace, avec de l'entre-gens, je ne sais quoi, un très bon échange institutionnel, ou au contraire une défaillance du politique, mais des très bons services, très performants, qui auraient réussi à mener le dossier à bien. Bref, est-ce que ces méthodes permettent d'y voir au plus clair dans ce qui fonctionne précisément dans l'institution, ou est-ce que c'est une question qui devient trop diffuse et au final on ne peut plus évaluer tout ça? Alors, en fait, il y a un courant de recherche qui est vraiment aux confins des sciences politiques et du management qui pose exactement les questions que tu viens de soulever. C'est-à-dire, toute la question, c'est de dire, quand on rentre dans ces dispositifs, est-ce qu'il est possible de repérer là où, en fait, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé et typiquement, ce que tu viens de décrire, on peut avoir des dossiers portés par des... alors ce qu'on appelle, nous, la technostructure, ça n'a rien de dépréciatif, mais donc les administratifs qui fonctionnent très bien, et à un moment donné, les élus, pour une raison X ou Y, ne vont pas transmettre le dossier pour X raison. Mais on a aussi l'inverse. C'est-à-dire que là, récemment, il y a énormément d'articles aujourd'hui en management public qui disent qu'il y a une myopie de la part des décideurs publics. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui sont quand même... voilà, avec des moyens, etc. Et en fait, on a des élus qui peuvent changer, enfin qui changent, etc. Alors que les décideurs, les managers publics, eux, restent en place. Et on a tous entendu parler de décideurs publics qui disent « mais je n'ai pas le pouvoir ». Si je veux pouvoir impulser des changements qui viennent déranger tel ou qui demandent, etc., je peux avoir un blocage de mes services administratifs. Et donc, on voit bien qu'il faut rentrer dans la machine, il faut rentrer dans le dispositif pour voir en fait ce qui se passe. Et effectivement, à tel point qu'il y a même des écrits qui disent aux élus, pour innover, sortez de vos administrations. Allez dans ce qu'on appelle des arènes collaboratives. Allez voir les citoyens. Parce qu'à un moment donné, il y a un tampon entre l'administration et les élus, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, voilà, certains élus n'ont pas forcément envie de porter toujours des projets, mais on a parfois un vrai blocage de l'administration. Et moi, je trouve que c'est des choses qu'il faut pouvoir décrire et expliciter, parce que le citoyen, on parle de démocratie participative, il y a des fois, il ne comprend pas. Et il dit, bah oui, alors voilà, et on a le problème de déception par rapport aux élus politiques, etc. Alors que si on regarde, on a des élus extrêmement investis qui ont vraiment envie. Enfin, moi, je vois dans le domaine du handicap que je connais un peu, il y a des élus qui ont vraiment envie de faire avancer les choses. Mais on a une administration qui est lourde, qui n'est pas forcément très prête à bouger. Et puis, il y a des intérêts aussi, il y a une gestion du changement. Hein, je veux dire, voilà, on parle beaucoup, par exemple, d'inclusion. Ça met en question plein de choses, les compétences, l'évolution des métiers.
voilà, il faut porter tout ça. Donc ça, c'est des écrits et il y a énormément d'articles sur ce sujet actuellement. Merci. Je continue un peu la discussion. Moi, j'ai beaucoup d'exemples inverses par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire de managers qui souhaitent collaborer avec d'autres organisations et qui sont bloqués par des élus. Et j'en ai énormément. Déjà, merci. Voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation et c'est pas parce qu'on est en sciences de gestion aussi, mais parce que c'était vraiment très intéressant. Et donc, ouais, ce que je voulais un petit peu apporter là, c'est dans le modèle. Déjà, gouvernance collaborative, pour moi, c'est un peu comme les contrats de réciprocité. L'obligation de préciser que c'est collaboratif, la gouvernance, c'est que déjà, il faut la nommer quelque part, mais la gouvernance, par essence, c'est plutôt horizontal, c'est plutôt avec un ensemble de parties prenantes. Par contre, peut-être sur le modèle d'analyse, je trouve qu'on se recentre vite sur les collectivités territoriales, sur ce que vous proposez, c'est-à-dire on retrouve les communes, les intercos, et je me dis les acteurs un peu plus au sens élargi, est-ce qu'on ne pourrait pas les retrouver peut-être un peu plus dans l'analyse de cette performance, parce qu'eux aussi ils attendent quelque chose de ce travail collaboratif. Et moi finalement, j'ai bien aimé cette idée de tension entre d'une part la gouvernance, les objectifs autour de ressources rares et les tensions que ça génère. Mais moi, plus je vois ces questions de gouvernance, il y en a beaucoup en marketing territorial. On a créé beaucoup d'agences d'attractivité qui regroupent des acteurs. Only Lyon 2007, c'était 13 acteurs institutionnels. On a greffé des entreprises qui finançaient la démarche. Il y a énormément d'exemples là-dessus. Le CNER, on a recensé plus d'une centaine en France, agences d'attractivité sur ces formats. Mais la question, qui nous intéresse en gestion de la performance, moi j'ai parfois de plus en plus l'impression, mais je soumets ça à votre réflexion, que l'objectif n'est pas tant le résultat, mais que l'objectif est la collaboration. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer des dispositifs pour forcer les gens à collaborer, et qu'au final, on n'arrive peut-être pas à tirer des médecins, on n'arrive peut-être pas à organiser une maison de santé, mais on arrive à faire travailler ensemble les gens, et c'est déjà pas mal. Oui, alors c'est pour ça que le modèle, je suis passée rapidement parce que je ne voulais pas être trop assommante, mais dans le modèle, effectivement, c'est pour ça que le modèle d'Ansel-Légage, pour moi, est vraiment intéressant, c'est de dire déjà, mais qu'est-ce que c'est que la performance ? Et dans les dimensions, il dit, voilà, il n'y a pas que les objectifs à long terme, il y a déjà les actions en elles-mêmes qui sont un acte de collaboration. Et c'est vrai qu'on le voit bien ce matin. Est-ce que c'est déjà pas satisfaisant en soi de se dire, on fait travailler ensemble des personnes, elles apprennent à se connaître, et puis peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans après, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Donc déjà ça a une vertu. Maintenant, c'est vrai que si on se met à la place du citoyen lambda qui se dit, voilà, j'ai plus personne, on en connaît tous, des personnes âgées qui ne savent pas à qui s'adresser pour avoir un renouvellement d'ordonnance, on peut comprendre, si vous voulez, que pour eux, ce soit des espèces de machins, et puis ils se disent, voilà, il y a une énergie, un argent passé là-dedans, et finalement, est-ce qu'on en voit le résultat aujourd'hui ? Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, quand on parle un peu de méfiance vis-à-vis des politiques, des élus, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de remettre en question ce qui se fait. Bien évidemment qu'il faut faire tout ça. Mais c'est montrer peut-être que dans certains cas, est-ce que dès le départ, moi je suis persuadée que les gens le savaient, que les élus le savaient, que ce serait compliqué, que ça ne marcherait pas. Mais en attendant, on ne sait pas. Et puis, il y a toujours des effets inattendus. Moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout planifier. Et il y a quand même des choses qui peuvent émerger et qui peuvent permettre à long terme de faire apparaître d'autres dispositifs de façon fortuite. Donc, rien que pour ça, je pense que ça peut être intéressant.
déjà de faire collaborer des médecins et des professionnels de santé et des élus dans un autre genre, c'est aussi ça rejoint. Après, le résultat, c'est que les élus, il y a bien des élus dans les proportions variables, n'ont pas forcément le temps, l'intérêt. Quand on voit la prise de décision dans une assemblée communautaire, parfois, voilà, il y a le nombre de décisions qui est pris dans une soirée, et pas forcément le temps, l'intérêt, l'envie à consacrer à l'étude. Et pourtant, au final, ça reste une délibération qui est juridiquement celle de l'Assemblée. Je laisse le micro après. Non, c'était pour revenir sur les élus. Moi, j'en croise beaucoup d'élus qui sont sur ces sujets-là et qui sont intimement persuadés qu'ils vont y arriver. Quand vous dites ils savent très bien au départ qu'ils ne vont pas y arriver, non, ils pensent qu'ils vont y arriver, mais ils pensent que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire ils pensent qu'il y a un peu un outil miracle qui permet d'attirer des médecins, d'attirer des investisseurs, d'attirer des touristes. Et donc, quelque part, cette gouvernance collaborative permet de mettre en évidence finalement la complexité de ces sujets. Et lorsqu'on reprend l'approche des politiques publiques, moi j'ai travaillé là-dessus, les juristes connaissent ça, on est sur l'approche par les instruments de politique publique notamment. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est très instrumentale de ces sujets. Pour atteindre un objectif de politique publique, on a les outils coercitifs, on a les outils d'incitation économique, on a les outils d'information et communication, on a les outils d'infrastructure. Et donc je pense que les élus ont un peu ce raisonnement-là, c'est dire dans cette panoplie là, du policy mix, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc dites-moi sur quel bouton j'appuie et comment ça marche. Moi j'ai des élus, que je ne citerai pas, mais qui est plutôt vers la Champagne. Je vais expliquer tous les modèles de gouvernance de l'attractivité. À la fin il me dit mais lequel je dois prendre? Lui c'est sa question. Et je lui dis mais monsieur ça dépend. Ça dépend des contextes locaux, ça dépend des problématiques, ça dépend des objectifs. Donc je pense qu'il y a... c'est pas pour défendre les élus, mais j'en croise quand même beaucoup. Je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience de cette complexité de ces sujets, qui sont sur des approches peut-être un peu plus rationalistes de ces instruments qu'on applique et qui permettent d'atteindre des objectifs de politique publique, alors qu'aujourd'hui on est sur des sujets extrêmement complexes, beaucoup d'acteurs, et que finalement cette solution miracle n'existe pas, et qu'on la trouvera peut-être au fil du temps, avec de la collaboration, avec ces process-là. Mais ça, c'est un discours qui est plus difficile à entendre d'un point de vue d'un élu, qui a un mandat, et comme vous le disiez, qui a ces citoyens en face de lui, qui demandent des résultats, notamment. Merci. Peut-être une toute dernière question. Franck, tu voulais, je crois, prendre la parole. Puis ensuite, on marquera la pause déjeuner. Non, une autre personne. Je me suis mis tout au fond, mais moi, j'avais une question sur la présentation de Madame Dubost, et puis aussi, c'est la réflexion de monsieur qui m'a fait penser à ça. Ce qui m'a surpris dans votre exemple, c'est qu'apparemment, tout le monde est resté sur la solution « il fallait des médecins ». Et je me demande dans quelle mesure la gouvernance collaborative ou l'espace de discussion, de réflexion ne peut pas permettre de faire émerger des solutions alternatives. Parce que c'est fini, je veux dire, c'est fini, il n'y aura plus le médecin dans le village. Donc ça, c'est peut-être une étape que les gens doivent franchir dans le débat collectif. Et donc la question qui est derrière, c'est est-ce que ce n'est pas aussi dans le processus ou dans l'aide méthodologique ou dans les ressources qu'on va avoir pour mener ce débat-là qu'on va pouvoir cheminer vers d'autres solutions? Parce que si effectivement on cherche à avoir un médecin partout, c'est vraiment, c'est une illusion, quoi. Donc comment est-ce que ça peut permettre de déplacer en fait le problème, de reformuler le problème? Je pense que ce serait bien qu'en tant que témoin de terrain, quelles sont les solutions alternatives? Non, mais surtout comment elles peuvent se construire dans le débat. Pourquoi elles n'émergent pas? Le problème, c'est qu'on peut repartir sur un long débat. On va arriver à un moment, si je voulais caricaturer, où on va demander aux élus aussi de devenir médecins. Mais je ne sais pas... oui, il y a la télémédecine, mais tu peux peut-être... Je ne sais pas quelles sont les solutions alternatives. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a des compétences qui peuvent s'apprendre. Le droit, on peut essayer de l'apprendre. À un moment, la médecine, on peut soigner quelqu'un. Ça s'improvise. Voilà. Donc il y aura quand même besoin d'un médecin. Je sais pas. Excusez-moi, il n'y a pas toujours besoin nécessairement d'un médecin pour tout. C'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'après, il y a toujours besoin d'un notaire.
Mais justement, c'est la problématique. Les paramédicaux se voient transférer j'allais dire de plus en plus d'actes, mais après, est-ce qu'il y aura quand même, à mon avis, toujours besoin de médecins, mais ça... Je propose qu'on poursuive l'échange pendant le déjeuner, puisque nous allons avoir une petite heure et on va avoir la contrainte des trains qui va commencer à surgir pour l'après-midi. Donc on reprend à 14h et donc on se retrouve pour le déjeuner au rez-de-chaussée. Merci à tous et à nos intervenants pour ce matin.